Bon après-midi à vous tous. Je vais vous montrer maintenant une diapositive pour les mantémètres. Et si vous pouvez répondre à ces questions en quelques mots, quel est l'avantage principal de la formation en ligne? Et vous pouvez entrer le numéro de code que vous pouvez voir ici en 521 59 39 à menti.com. Moi, je vais passer, qu'on puisse voir les résultats. On peut voir si on peut passer. Et puis, quand vous rentrez des réponses, quels sont les avantages de la formation en ligne, les avantages principaux? Est-ce qu'on peut passer à la diapositive? Merci. Maintenant, je vais vous montrer les chiffres en 5, 21, 59, 39. On peut voir les résultats. Oh, ça marche pas. Voilà, les résultats. On peut voir ici des réponses, la flexibilité, l'adaptabilité, pas besoin de voyager, plus accessible, flexible, c'est ça son propre pas. Aussi, la portée aussi, la effectivité par les coûts. Et ça, je suis Mayari Quintanache de PAF, et je vais modérer cette session. Et nous avons aujourd'hui, est-ce qu'on peut retourner à moi, je viens de l'OPS. Et alors, nos conférencistes qui vont partager avec nous leur expérience dans le développement et l'implémentation des 3 solutions de formation en ligne, Jimmy Bash de Coway, de Saving, Cecilia Del Busto de UNICEF, Vivian Salomon aussi d'UNICEF au Guatemala et Sanjay Kapoor de l'Inde, JSI. Vous pouvez lire un peu plus sur les biographies. Ils sont des conférencistes très expérimentés sur la formation en ligne. Alors, nous allons faire une modalité en où je vais demander une question et alors chacun de nos conférencistes va partager avec nous une réponse pour les formations en ligne et sa solution. Et à la fin, nous aurons du temps pour les questions. Alors, notre première question pour voir quel était l'objectif de formation en ligne. Et nous allons commencer avec Jamil. Bon après-midi à vous tous. Alors, je suis ici pour parler l'association des assainissement COVID pour l'Institut Boss Community ici. Et en 2022, et l'objectif de cette donation de créer des capacités, des plans pour implémenter des activités pour et aussi pour l'immunisation des enfants,
Aussi, pour la récupération de COVID, la phase 1 inclut de l'engagement en ligne où des experts sont venus de différentes professions pour parler de l'immunisation, l'information, la récupération de COVID. Et chaque participant a développé leur propre plan et étude de cas. Et ces plans ont été révisés par des experts et chaque proposition a reçu des rétro-informations. Et la seconde partie, la seconde phase, que c'est le mentorat, les candidats trouvent des pour les mentors et pour être mentor ou mentis. Nous réunissons régulièrement pour voir les progrès, la solution des problèmes et placer des objectifs. Et aussi, c'était un genre de tutoriel qui était intéressant. Ça arrivait à quelques études de cas ont été développées et même publiées dans les journaux. Et il avait aussi des bourses, un peu de bourses pour ceux qui en avaient besoin. Merci, Jaméa. La même question sur les UNICEF, l'approche pour la solution en ligne. Nous avons information de comment engager notre gestion pour le ministère de Santé. C'était de former autant de gesteurs de santé avec l'équipement pour améliorer l'immunisation et aussi avec le ministère de Santé. La première chose qu'on a fait, c'est commencer à évaluer les besoins qu'ils avaient pour COVID. Tout d'abord, c'est que le renforcement de la gestion était important. Nous avons commencé des formations de personnes et nous avons aussi de l'aide du ministère de Santé de Nicaragua qui sont venus nous aider, mais faire la formation nous avons besoin de fonds pour la récupération de COVID. Le voyage était un handicap et c'est pour cela qu'on a commencé en ligne. Et le ministère de Santé, on a besoin de former tout le monde pour avoir. Alors, nous avons fait la construction des capacités en ligne et après cela, ce que nous avons essayé avec le ministre de Santé, c'était de coordonner autant de parties intéressées comme ce soit possible parce que beaucoup de personnes voulaient être là pour le COVID-19. Et c'est là où nous avons décidé de coordonner et coordonner la sécurité, qu'à Guatemala, c'est quelque chose qui n'a pas coordonné si bien. Alors, nous avons mis en réunion avec tous les partis intéressés. Enfin, nous avons une formation dans le ministère, dans les serveurs, et c'est eux qui les gèrent dans le ministère de Santé. Ils peuvent les changer autant qu'ils veulent. Parce que, par exemple, nous avons eu un changement de gouvernement l'année prochaine. Alors, l'initiative, c'est à UNICEF. Et quel parti intéressé, nous devons changer tout, mais c'est quelque chose que c'est leur propriété, c'est dans leur système de façon qu'ils peuvent les changer, l'adapter autant qu'ils veulent. Alors, en fin de compte, et c'est comme nous avons fait l'approche. Merci beaucoup. Après, Dr. Sanjay, si vous pouvez nous raconter sur votre approche à la formation. Je vous amène à l'Inde. Nous avons avec des 13 millions de grossesses. Alors, cela fait le genre d'immunisation que nous avons en Inde. Et c'était très important que nous avons une force de travail pour des vaccins. Pour cela qu'en ce moment, nous avons 250 vaccinateurs et la formation de les former et les réformer et des défis qui ont été mentionnés ici. Ça prend beaucoup de temps pour former les 250 000 et si on ne peut pas les envoyer sur et alors, la formation est difficile parce que ça peut varier beaucoup la qualité, parce qu'en Inde, on est en train d'employer
les formations, pour certains des cas, ça a été la même. Il n'y a pas de grandes variations dans les processus de livraison. La gestion des logistiques est difficile parce que nous avons 35 États et beaucoup de travailleurs. Et c'est très difficile de travailler profondément, de voir comment ils le font et ce qui était utile. Et alors, par ces défis, nous avons, il y a 3 ou 4 ans, nous avons fait une évaluation de la formation et nous avons fait une évaluation de la préparation des agents de santé pour avoir des trainings même numériques. Alors, ça change de la classe classique d'un système. Nous avons l'emploi des phones mobiles, et c'est voir combien de temps il peut passer dans les téléphones mobiles et leur intérêt, niveau d'intérêt. Et par cette évaluation, les résultats étaient encourageants et nous avons eu des commentaires positifs pour développer ce genre de système. Et c'est des modules d'apprentissage, il y a des jeux, des tests, il y a des points importants, il y a une supervision de tout. Ça veut dire que nous pouvons vraiment entrer dans les formations et les superviseurs savent quel composant vont être nécessaires et chaque composant de la formation. Et alors, il a aussi des certificats et de façon que quand vous finissez, vous pouvez avoir un certificat de doré ou argenté et il a une compétition. Et alors, c'est ce qu'on a adapté, nous. Merci beaucoup. Maintenant, notre prochaine question, quel est l'avantage de votre formation en comparaison avec les préalables? Nous commençons avec Elisabeth. Merci et bon après-midi à vous tous. Alors, je crois qu'il y a plusieurs avantages à l'approche que nous avons eue, mais il y a un qui était celle de la bourse et aussi la composition. Et alors, en termes nous avons pu engager plus de 1000 par semaine pour la formation Zoom, la communauté de plateformes de canal. Et cela n'a pas été possible sans information en considérant les coûts des voyages en avion, etc. Et si nous serons passés avec formation personnelle, il a fallu dépenser aussi. Et comme résultat, on a été vraiment, pas pu montrer les changements pendant cette période de critique des récupérations de COVID. Alors, c'était assez divers et maintenant, nous avons pu engager des professionnels à niveau national, mais aussi au niveau subnational de la facilité. Et alors, les personnes, c'était participer dans les programmes et ces groupes n'ont pas toujours accès à la formation Google et des programmes arrêtent au niveau national et alors des connexions, les participants ont pu avoir accès et engager avec leurs collègues et dans une base à travers la formation. Je suis content de dire qu'il y a avoir une connexion, c'est difficile avec la connexion qui n'était pas sécure tout le temps. Alors, on a réduit la taille des présentations en assurant que les rapports pouvaient être téléchargés et trouver les façons de faire les choses marcher. Merci. Merci, Elisabeth. Et maintenant, j'aimerais demander Cécilia sur l'avantage de votre approche. Moi, je crois que nous sommes assez comme le reste de nos collègues. Tout d'abord, dans les contextes d'un pays où il y a des ressources financières limitées pour n'importe quelle formation ou de renforcement. Moi, je crois que cela nous a donné l'opportunité de vraiment pouvoir apporter d'autant de travailleurs comme possible. Et cela fait une grande différence parce que nous avons senti, nous avons évalué avec nos associés et à OPS, il avait beaucoup de faiblesses. Alors, beaucoup d'agents de santé n'avaient pas été formés pendant des années. Il n'avait pas de ressources pour le faire personnellement. Alors, avec cette cours, nous avons pu
vraiment arriver à tous les niveaux du pays. Et nous avons assuré que la technologie était assez simple, que nous avons pu faire simplement dans un téléphone simple, parce que la plupart des agents de santé n'ont même pas un ordinateur. Alors, et là, à la fin, nous voulons toujours chercher les modèles les plus simples qui nous permettraient vraiment d'atteindre tous les points avec tous les agents de santé du pays. Merci, Cecilia. La même question pour le Dr. Sanchez. Moi, j'aimerais beaucoup les deux avantages pour les programmes. Et là, comme je mentionnais, c'est très facile pour nous de très vite en forme une quantité énorme de personnes en très peu de temps. S'il y a des changements de guides ou de procédures, de nouvelles façons de faire des business ou il y a de nouveaux vaccins. C'est très facile pour nous parce qu'il y a déjà des données importantes. Et alors, il peut y avoir beaucoup de messages de communication. Avec cette façon, nous pouvons vraiment atteindre tout le monde, tous ces agents dans un court temps. Et le second que je veux souligner, c'est que chacun des travailleurs a une identité personnelle de façon que nous pouvons chercher quel agent de santé a de bonnes qualifications et où il aurait besoin de renforcement. Et pour les superviseurs, il peut vraiment les travailler qui est en train, qui a besoin de ceci ou cela. Et nous avons pu alors faire des approches différentes. Et alors, nous ne savons pas qu'est-ce qui était bien ou pas, combien de temps une personne avait été associée et formée, des autres n'en avaient pas du tout. C'était des chiffres énormes. Alors, cette identité personnelle était très importante aussi. Merci, Dr. Sanchez. Maintenant, nous voulons demander quels défis vous avez eus pendant leur approche en ligne. Et le défi pour nous, c'était d'avoir une balance de genre. Et nous avons le rôle des femmes et compléter la bourse. Et ça a à voir avec les discussions que nous avions ce matin et les commentaires que les collègues ont fait sur les femmes qui ont accès à des outils numérique, nous avons essayé d'arriver à des candidates femmes, nous avons targeté des messages et donné des supports spécifiques et pendant les sessions, mais nous n'avons pas encore accompli cet équilibre. Mais nous essayons et nous voyons plus de quantité de femmes qui complètent cette bourse parce que la construction des capacités aide à le développement de la carrière et le pouvoir des femmes. Alors vraiment, pourquoi femmes ne participent pas? Parce que est-ce que c'est à voir avec les formats ou est-ce que c'est à voir avec notre critère de sélection? Mais est-ce que ça faisait quelque chose qui c'était contre est-ce qu'on n'avait pas choisi les femmes correctes ou est-ce que c'est des barrières culturelles ou des autres choses peut-être qu'on pourrait inclure dans notre programme ou changer dans notre programme de façon que nous pourrons donner plus de support à cette femme. Alors dans l'avenir, quand vraiment on doit trouver des réponses à ces défis. Merci beaucoup. Et la même question pour Bibian. Cecilia. Merci beaucoup. Oui, pour nous, moi je crois que c'était le temps. Vraiment, ce que cela a pris pour que ces cours arrivent en ligne et être prêts pour être implémentés. Alors pour nous, avec la formation en personne, nous avions déjà préparé et nous avions les bourses, les fonds. Mais pour les cours en ligne, tout d'abord, il nous a pris plusieurs mois et nos collègues nous ont énormément aidés à essayer de décider quelle était la meilleure plateforme. Il y a eu beaucoup de discussions et après la seconde chose, dans le gouvernement de Guatemala, il y a beaucoup de requis pour la formation qui vont être en ligne, mais qui sont approuvés par les gouvernements. Et tous ces requis, alors,
n'était pas aussi facile que nous croyions et nous avions la pression de Covid. Vraiment, c'était le temps où nous commencions à voir les programmes de vaccination Covid. Et il y avait beaucoup de besoins sur le terrain. Nous devions arriver là. Mais alors, cela prenait très longtemps. Et moi, je vais dire la patience, parce que nous savions qu'à la fin, ça allait être et serait très valide. Et cela nous a pris plus long qu'on pensait. Et aussi, bien sûr, les validations qu'un groupe des travailleurs pourrait avoir la formation et nous donner la rétro-information. Et alors, ça a pris plus longtemps, même si cela maintenant fonctionne. Docteur Sanchez, et vous, votre défi? Nous avons, comme on avait dit, les temps pour pouvoir le mettre en place. La plateforme initiale, quelle c'était la meilleure plateforme, quelles seraient les caractéristiques, et vraiment, initialement, ça nous a pris du temps. Mais les deux autres défis que nous avons eus, c'était en Inde, et c'est un sujet, et chaque État prend ses décisions indépendamment. Et alors, vraiment, pour pouvoir commencer cette plateforme, c'était vite dans quelques États et lent dans des autres. Et ça peut être des décisions de certains, ou des décisions politiques, alors, il y avait des facteurs multiples, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas à la même vitesse partout. Et là, et aussi, on a eu un problème de langue parce qu'il y a tellement de langues et c'est un module très intéressant parce que vraiment, c'est tellement proactif, il prend beaucoup d'efforts pour passer aux différentes langues parce que tout doit aller assez vite. Et les différentes langues que nous avons, cela a pris du temps. Ça, voilà les défis que nous avons eus, quelques-uns. Notre dernière question, c'est surtout quel était quelque chose que vous étiez vraiment orgueilleux d'avoir une convention avec Elisabeth. Une évaluation du processus. Et c'était vraiment important pour les enquêtes que nous avons fait, l'impact que cela a eu du programme. Et alors, même nos menteurs, nos collègues et le personnel, alors, ceux qui nous donnaient les bourses, les 30 individus, ils ont continué avec l'implémentation. Ils ont pu complémenter totalement les projets ou préparer les cas d'études pour la publication. En fait, nous avons publié quelques histoires dans les sites web et nous documenter les succès et les défis pour l'implémentation du projet. En considérant le peu de temps que nous avons eu pour cette bourse pour l'implémentation, nous étions vraiment contents de recevoir ces commentaires positifs sur les résultats. Nous avons reçu aussi des rétroalimentations positives des menteurs qui ont appris autant de leurs étudiants que dans les interactions un à un avec eux. Alors, pour un menteur qui travaille au niveau global, et les menteurs qui travaillent au niveau subnational, et nous avons senti que cette façon de continuer à apprendre aide à l'amélioration partout. Et avec cet impact initial, il a fallu lancer un second cette année. Et que si vous voulez apprendre plus, il y aurait un café d'innovation demain matin. Si vous voulez participer, vous êtes invité cordialement. Merci. La même question pour Viviane. Alors, nous sommes vraiment fiers, nous sommes en train de rêver, mais bien sûr, la durabilité. Avec les ministères de santé, ils vont pouvoir vraiment continuer à l'employer, l'adapter à ce qu'ils veulent. Et aussi, c'est ouvert pas seulement pour les ministères de santé, mais aussi pour la sécurité, qui fait une partie
cette coordination n'était pas merveilleuse au commencement et il emploie toutes les semaines, il emploie les mêmes outils pour cette connaissance. Et ils sont contents que nous avons trouvé des agents de santé. Les premières, c'était 200. Maintenant, et on a 800 et il peut continuer à croître. Et ils aiment beaucoup ce que nous avons comme rétroalimentation du département, du ministère de Santé et des plus populaires parce que nous n'avions pas cette formation avant Covid. Alors, c'est quelque chose qui continue à grandir et aussi quelque chose que nous sommes très fiers de la coordination. Comme vous savez, ce n'est pas seulement la récupération, mais c'est aussi comme nous, comme partie intéressée, nous continuons à parlons toujours avec le ministère de Santé, mais la coordination, nous parlons de travailler avec coordinateurs avec 4 départements différents, le programme d'immunisation, logistique, la construction des capacités et 2 vice-ministres, et tous étaient d'accord avec la coordination ensemble. Et alors avec OPS Guatemala, UNICEF Guatemala, UNICEF Lacro, ils sont en train d'aider, mais mettre toutes ces personnes ensemble et dire allons tous faire cela, ça va être merveilleux. Et alors, c'était vraiment, c'était la peine et nous sommes très fiers de cela. Il y a quelque chose que vous êtes fiers avec cette 2 choses là. C'est la première chose, c'est que le gouvernement de l'Inde la veut et va l'étendre et prendre les cours. C'était avec les fonds des Gavi comme pilote pendant plusieurs années, mais maintenant, dans les années à venir, les gouvernements et nous sommes très fiers de cela. La seconde chose, c'est qu'on a donné plus de public. Nous avons 250 000 des agents de vaccination et plus de par femmes. Et maintenant, cela donne particulièrement les femmes qui ont même vocal, elles donnent le pouvoir. Alors, c'est plus intéressant de ce que c'était avant et c'est ce qui nous rend fiers. Merci beaucoup. Et ça, c'était notre dernière question. Nous voulons laisser assez de temps pour que tout le monde puisse aussi avoir des questions. Et je vais commencer. J'étais intriguée pour Jamil et l'intervention de Jamil, qui savait cette disparité de genre pour la... Je voulais vous demander quelle pourrait être la raison, si vous pouvez, que pourrait être derrière cet manque d'équilibre pour cette inscription et demander alors les restes de l'équipe s'ils ont vu des différences de genre dans leur programme aussi. C'est une très bonne question. Alors, je mentionnais que nous avions un mécanisme et d'abord, nous essayons de... Et je il y avait trop de gens et nous voulons sortir de quelques personnes et voulaient un meilleur objectif. Alors, nous avions des caractérias et une de celles-là était de décrire quoi faire. Et ce que nous sommes rendus compte, c'est que les candidates femmes étaient beaucoup plus modestes sur ce qu'elles font que la contrepartie mâle. Et la raison pour inclure des hommes participants était plus forte, basée en regardant ce qu'ils font. C'était plus et la femme était trop modeste et ce qu'elle veut dire, elle venait pour les connexions d'internet et c'était une question, est-ce que vous avez l'approbation de votre superviseur? Et si c'était oui, alors c'est possible que vous rentriez. Alors les candidats des femmes avaient besoin d'avoir l'approbation de leur superviseur. C'était des choses que nous sentions
qui faisait que sortaient des groupes, les femmes. Et alors, nous, plutôt, nous commencé à rechercher des façons pour les inclure à la place de les exclure. Merci, Julia. Vivian, pour nous, c'était achevé quand tous les cours étaient personnels. Plus de hommes participaient des femmes. Quand nous l'avons changé en ligne, nous avons 45% d'hommes et 57% femmes, femelles. Et une des choses qu'on a trouvées, nous avons parlé avec le ministre de la Santé, tout d'abord parce que c'était des personnels quand on était à la milieu de la pandémie et c'était les hommes qui voulaient participer généralement. Et nous avons envoyé les invitations de ceux qui n'avaient pas prendre soin de leur famille, leurs enfants, les bébés. Et c'est pour cela qu'ils pourraient aller à la formation. Mais maintenant que c'est en ligne, nous avons vraiment une des vice-ministres qui est vraiment en train d'encourager cette formation et elle aussi veut que tout le monde qui veut prendre les formations. Et c'est pour cela qu'ils ont demandé s'il peut le prendre n'importe quand à la maison. Internet, il peut le faire pendant quelques heures de travail, c'est quelque chose pour ça va aider les ministères et leurs connaissances. Et c'est pour cela que cela a changé, mais nous continuons à penser, à chercher des raisons pour les inclure. Dr. Songe, depuis que j'ai vu que la plupart des vaccinations, des vaccinateurs, nous n'avons pas fait des recherches, mais bientôt nous allons faire présenter un module pour les fonctionnaires médicaux. Et ça va être 50-50 hommes et femmes. Et ce serait très intéressant de voir. Mais ma idée, c'est que ça va être des places pour hommes. C'est mon idée. Plus d'officiers médicaux hommes. Et ils vont prendre les cours. Et ça ils ne donneraient pas l'intérêt autant que les femmes. C'est mon idée. Des questions au public. Si on pourrait les passer les microphones. Merci beaucoup. Et merci pour votre présentation. Lisa Pahet au Tanzanie. Et je voudrais savoir plus quand vous développez cette plateforme. Si vous le faites, est-ce qu'il y a eu des aspects des comportements que vous avez comparés dans la conception ou pendant l'implémentation? Est-ce que vous avez quelque chose qui motive, motivation des formations en ligne ou les prévenir? Parce qu'un des défis quelquefois, c'est vous pouvez avoir tout bien, mais probablement les aspects des comportements vont influencer cela. Merci. Qui voudrait y répondre? Une des choses que nous avons fait, c'est l'administration, voir ce que faisaient les ministres de santé pour que ce soit durable. Et nous avons demandé, et c'est là que nous avons travaillé avec les ministres de santé pour voir le travail les travailleurs de santé, considérer s'ils voulaient prendre la formation, au moins pour avoir les diplômes. Les ministres de santé de l'OPS et de l'UNICEF ont offert la formation et les documents auraient été signés par les trois. C'était juste pour avoir la certification. Pour eux, ce serait important. Si j'ai bien compris la question, quand on a évalué la capacité, on a considéré les comportements, les attributs pour l'immunisation des enfants et pour travailler avec les femmes enceintes. Une motivation était la certification. Si vous avez obtenu certains points, vous allez obtenir les platinum,
ou le silver, le gold. Ça, c'était une motivation. L'autre motivation était la possibilité d'avoir des systèmes de crédit et après l'obtention de certains crédits, ils pourraient obtenir certains bénéfices spéciaux. Merci beaucoup. Nous avons une autre question ici. Qui a le micro? Je travaille dans les unités du nord de l'Afrique, bureau de l'UNICEF. COVID nous a montré comment utiliser la plateforme numérique pour différents objectifs, y compris la formation. Pour le développement de la formation, c'est ma question. La formation en ligne est bien pour l'avancement des connaissances, mais il faut toujours, dans le cas par exemple de l'immunisation, il y a des autres possibilités et besoins pour améliorer la performance. Je pense qu'il faut avoir la technologie, la plateforme utilisée il faut la différencier juste de la connaissance. Comment assurer que les compétences et la connaissance reçue va aider pour améliorer la performance. Donc, quel mécanisme on essaie de mettre en place pour le faire? Est-ce qu'il y a des études de recherche en indiquant qu'en donnant la formation en ligne, on a pu obtenir les résultats obtenus? Est-ce qu'il y a des études menées à quelque part? Il serait bien de connaître, d'avoir cette information. Merci. Qui veut y répondre? Cécilia. Je vais commencer, mais je n'ai pas une réponse sur l'étude, mais notre expérience au Guatemala. Je peux te parler sur là et peut-être qu'il y a une réponse parmi les participants. Nous avons essayé de donner des cours en cours dans les dernières 10 à 15 ans et je pense maintenant à un cours spécifique sur l'allaitement. On s'est rendu compte ce n'était pas possible de faire tout en ligne. Il y avait une partie pratique. Les modèles nécessaires pour pratiquer avec les bébés, tout ça. Donc, on a décidé d'avoir une partie théorique et une partie pratique. 22 heures d'un cours de théorie virtuelle et nous avons fait la partie pratique. Il y a des avantages, bien sûr, parce que il y a toujours la possibilité de l'implémentation de la partie pratique, spécialement si vous travaillez dans un contexte de limitation des ressources. Des fois, vous attendez juste pour assurer que vous avez les ressources pour l'implémentation de la partie pratique. Des fois, nous avons trop de travailleurs dans les pays qui sont intéressés et il y a une liste d'attente trop longue. Donc, ils ne peuvent pas obtenir la certification à cause de la partie pratique. On a senti qu'il était nécessaire d'avoir les côtés pratiques. Maintenant, pour l'étude, je n'ai pas une réponse. Dans la plénière, j'ai eu une présentation sur la révision systématique faite pour une formation effective. Il y a des études, basiquement, les résultats de la révision systématique nous a montré que les choses faites en isolement n'ont pas assez. Un cours en ligne, oui, ça veut dire qu'on va faire les suivis, quelqu'un va faire les corrections,
peut-être qu'il faut avoir la partie en ligne et avec un mentorat ou supervision et ne pas juste laisser ça, le laisser d'apprendre en ligne. Moi, j'aimerais ajouter la formation n'est pas jamais une approche isolée. Il faut toujours faire les suivis pour nos programmes pour assurer que nous voyons les résultats de la formation et renforcer les choses qui s'imposent. Ça peu importe l'implémentation ou les recherches. Exactement ce qu'ils ont dit, les composants, les blended modalities. Ça veut dire vous pouvez travailler avec des modules, avec la connaissance des bases à votre, et vous pouvez avoir une autre session vie, et vous pouvez dire par exemple allez pratiquer et venez encore nous raconter votre expérience. Nous pouvons avoir ce type de modalités combinées. Bon, la personne qui a le micro. Bon, vous avez le micro. J'ai vu qu'elle avait levé la main d'abord. Bon, allez-y avec votre question. Bon, on m'a dit qu'on était la dernière personne et on m'a donné le micro. Merci beaucoup. Ma question, considérant l'avenir, la nécessité de formation en ligne a été établie, spécialement après la COVID. Ça a été démontré, c'est un composant et ce n'est pas la seule partie nécessaire dans une formation. Les plateformes mentionnées, si les pays veulent l'utiliser, les pays peuvent le faire basé sur la programmation et la structure des pays, mais est-ce qu'ils sont disponibles pour les adaptations ou c'est basé sur des plateformes fermées? Comment les prendre d'un pays à un autre au lieu de chaque pays commencer leur propre développement? Pour l'Inde, je peux vous dire, le gouvernement de l'Inde a dit que nos développements de plateformes devaient être des plateformes ouvertes. Nous avons le temps pour une autre question. Merci, j'ai le micro. Merci, docteur. Est-ce que je peux poser ma question? Oui, allez-y, merci. C'est une question sur comment mesurer l'impact de la formation en ligne. Nous focalisons d'abord sur la connaissance et comment on mesure les transferts de la connaissance pour une application concrète. Est-ce qu'il y a un protocole? Comment assurer que la formation en ligne va impacter, pas impacter parce que c'est complexe, mais au moins augmenter l'utilisation ou la performance des personnes. Cécilia, ce qu'on a fait, on a commencé les formations présentielles et les personnes savent déjà comment appliquer leurs connaissances. Ils ont les compétences. Nous avons les mentors, les cours et les champions qui vont voir comment ils font les implémentations. Et s'ils ont des questions, ils peuvent poser la question au mentor et, et poser les questions aux champions aussi, parce que de cette façon, ces personnes vont faire le suivi avec les étudiants. Merci beaucoup. Cécilia, des fois, nous avons essayé aussi d'avoir des évaluateurs. Si nous avons trop de personnes dans les cours, obtenir des échantillons aléatoires pour assurer qu'à la fin, vous aurez des informations parce que vous savez quand est-ce qu'il faut améliorer un système ou pas. Nous avions des propositions
les participations, de l'engagement, et après, on a pu vérifier tous les cycles pour voir s'ils avaient utilisé la partie pratique dans leur contexte. Il nous reste 3 minutes si vous voulez poser une question. Une partie, c'était sur la qualité de la formation en ligne. Je me demande si vous avez pu comparer basiquement ce qui s'est fait en ligne avec ce qui s'est passé dans le passé. C'est une question rapide. Et une autre commentaire, ça nous rappelle que dans les dernières 13 années, on a eu des formations en présentiel pour encourager les personnes. Michael a dit que n'oublions pas, les téléphones portables, ça coûte de l'argent. J'aimerais avoir une analyse économique rapide, ce que les personnes peuvent obtenir, comment profiter de la formation en ligne. Avoir une claire vision de ce que nous allons montrer en comparaison avec la formation traditionnelle. Merci, des applaudissements à nos conférenciers. Merci à tout le monde pour la participation dans cette session.